Bonsoir. Ça marche là, on entend. Oui, bon. Alors, on va essayer de parler des mythes de la préhistoire et de la possibilité éventuelle de les retrouver et peut-être d'en dire quelque chose. Ce qui n'est pas du tout évident. Évidemment, quand on parle de mythes et de préhistoire, on pense comme voie d'accès possible. Ah, faut pas trop que je bouge apparemment parce que non, je reste comme ça. Bon. On pense comme voie d'accès possible aux images préhistoriques. Parce que, évidemment, les mythes, c'est des discours, mythos en grec, c'est le discours, mythos. Et les discours ne se fossilisent pas, et les archéologues ne retrouvent pas les discours, et donc il n'y a aucun espoir pour aucun archéologue de jamais retrouver aucun mythe. Sauf si on considère que les images préhistoriques, les images rupestres, les images pariétales, ont un rapport avec les mythes, ce qui est généralement, grosso modo, admis. Alors, je vais considérer plutôt les images, parmi toutes les images préhistoriques, je vais considérer les images des grottes. Les grottes ornées, il y en a un petit peu plus de 400. Elles sont concentrées, vous voyez, la zone de concentration avec la zone de plus haute densité en rouge et puis des lumières qui deviennent de plus en plus froides à mesure que la densité diminue. On voit bien que leur plus haute densité se trouve dans le sud-ouest de la France, le nord de l'Espagne, Pays Basque, cette zone-là. Et il y en a en gros 400. Je sais bien, évidemment, que ça n'est pas tout l'art préhistorique, qu'il y a de l'art mobilier, qu'il y a aussi de l'art de plein air et que manifestement les images de l'art des grottes ont quelque chose à voir, elles ne sont pas complètement détachées de l'art mobilier et de l'art des grottes. Il y a des relations qui ont été établies entre toutes ces sortes d'images, mais je vais quand même me concentrer, peut-être d'une manière qui peut paraître un petit peu artificielle, sur les images qui se trouvent dans les grottes. Alors les images qui se trouvent dans les grottes, c'est bien d'avoir une petite idée combien il y en a et qu'est-ce que ça représente avant d'en parler. C'est très difficile à savoir parce que curieusement, il n'y a pas de base de données en ligne, par exemple, qui soit accessible au public et qui recense tout ce qu'on peut connaître sur l'art des grottes. Donc, je m'en suis fait une, puisqu'il n'y en a pas. Et dans ma base de données, donc, voici un des masques de saisie correspondant à une des grottes, je me suis arrangé pour qu'à fur et à mesure que je rentre les données, elle calcule automatiquement divers pourcentages, et notamment, par exemple, ce qui est très intéressant de voir, c'est quel pourcentage y a-t-il de ce que les préhistoriens appellent des signes, c'est-à-dire des représentations graphiques qu'on est complètement incapable de reconnaître. Nous, on ne sait pas ce que ça représente, on ne sait pas si ça représente quelque chose, donc on appelle ça des signes. Bon. Et on ne peut strictement rien en dire. On n'a aucune idée de... Alors il y a eu évidemment des tas d'hypothèses, des tas d'essais autour de ces signes pour les classer déjà, et puis essayer de comprendre ce qu'ils pourraient vouloir dire, mais rien de satisfaisant. On est complètement démunis, on ne sait rien dire sur les signes. Le problème, c'est que ça fait quasiment la moitié de ce qu'on trouve dans les grottes, dans les manifestations graphiques des grottes. Pas exactement la moitié, mais 48%, ça fait quand même beaucoup. Et dans le reste, alors il est coutume de dire que l'art des grottes est un art animalier, ça se comprend parce qu'on a en gros les 3/4 des images identifiables. Alors identifiables, je veux dire par là qu'on les reconnaît, c'est-à-dire on reconnaît un bison, voilà, on reconnaît un auroch, on reconnaît des bêtes, on reconnaît des animaux, voilà, donc on peut les reconnaître comme anthropomorphes. On dit anthropomorphes parce que on a beau les reconnaître, on ne sait quand même pas du tout ce que ça veut dire. On ne sait pas du tout pourquoi ils ont été représentés, on ne sait pas de quoi ils sont éventuellement le symbole, etc. Mais on les reconnaît. On reconnaît un bison, par exemple, on reconnaît un cheval. Bon. Donc les images reconnaissables, les images d'animaux reconnaissables, en gros, c'est les 3/4 des images, de l'ensemble des manifestations graphiques. Ce qui a justifié l'idée d'un art animalier, mais les 3/4, ce n'est pas la totalité quand même.
Ce n'est pas vraiment un art strictement animalier. Parce qu'il y a aussi des images anthropomorphes. Et les images anthropomorphes, on va dire que ce n'est pas beaucoup, c'est 8%, donc c'est même pas 10% des unités graphiques, comme disent les préhistoriens. Mais si on compte parmi toutes les unités graphiques qui évoquent des anthropomorphes, c'est-à-dire les anthropomorphes entiers, des êtres qui ont l'air humains, qui sont représentés entièrement, mais aussi des portions d'êtres humains, comme les mains, le sexe, la tête simplement, et bien là on s'aperçoit qu'on monte à 17,5%, plus de 17% des figures reconnaissables évoquent l'homme. L'homme en général, hein, l'humanité, les humains. Ce qui est quand même pas rien. Alors, pourquoi je me concentre sur l'art des grottes et non pas sur l'art préhistorique en général? Bon, bah d'abord parce que l'art préhistorique en général, ça fait franchement beaucoup. Hein. Donc on va d'abord commencer par les grottes, on verra le reste après. Hein. Surtout que l'art préhistorique en général, c'est le monde entier, du coup, c'est pas que les grottes. Hein. Il y en a partout de l'art préhistorique, il y en a sur tous les continents, il y en a des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'images et de sites. Donc là, parler de ça en général, si on essaye, on se condamne à dire un peu des bêtises ou des généralités à un tel niveau de généralité que c'est pas très intéressant. Donc moi, je vais me parler simplement de l'art des grottes paléolithiques, celle dont je vous ai montré la carte au début. Ce qui est intéressant, c'est que les images, contrairement à l'art mobilier par exemple, les images pariétales, donc sur des parois des grottes, c'est donc des images rupes en latin le caillou, hein, le rocher, donc c'est des images qui sont faites sur des rochers, mais plus particulièrement pariétales, donc sur des parois de grottes, eh bien elles sont indissociables des parois, elles sont indissociables des rochers, bien entendu. Ce qui veut dire, dès le départ, que si on veut essayer d'approcher quelque chose qui serait le sens, on peut tout de suite se dire que la grotte elle-même, où se trouvent les images, et dont les images sont indissociables, elle doit forcément faire partie du sens. C'est pas pour rien que les gens ont pris des risques, ont vaincu pas mal de difficultés, parfois des difficultés considérables, pour aller faire des images dans des grottes. C'est parce que ça avait du sens. Et donc, ça justifie le fait de s'occuper plus particulièrement des images qui se trouvent dans les grottes. Alors, je ne suis pas le premier. Hein. Vous savez qu'évidemment, il y a une palanquée de gens qui se sont intéressés à ça et qui ont échafaudé des hypothèses explicatives destinées à expliquer l'art des grottes, l'art des cavernes, comme on l'a appelé aussi. Et il y en a beaucoup des hypothèses, il y a des bibliothèques entières qui sont remplies avec des livres qui traitent de ces sujets. Toutes les publications qui concernent ce sujet-là, en fait, sont entachées de deux erreurs. Une qui est vraiment communément admise, que maintenant tout le monde reconnaît, qui est, enfin presque tout le monde, disons, qui est la tentation de l'explication globalisante. C'est-à-dire la tentation de se dire je vais trouver ou je vais donner une explication de l'art des cavernes, l'art des grottes. C'est-à-dire penser pouvoir donner une explication de tout l'art des cavernes. En gros, dès que vous avez une explication qui vous dit l'art des grottes, il s'explique très facilement par, mettons, le totémisme, eh bien, vous pouvez fermer le livre et penser à autre chose, puisque tout simplement, c'est pas sérieux de donner une explication globale pour quelque chose d'aussi gigantesque que l'art des grottes, qui s'étend sur plusieurs dizaines de millénaires, et dans toute l'Eurasie. C'est comme si vous aviez une explication. Imaginez quelqu'un qui arrive et qui dit « Moi, j'ai une explication pour expliquer l'art eurasiatique historique ». C'est-à-dire, voilà, j'imaginais les statues sur les temples d'Angkor, les chapiteaux romans, Van Gogh, voilà, Ligeti, etc. L'art eurasiatique qui, en fait, ne s'étend que sur une superficie assez restreinte et sur une période de temps très restreinte. Ça fait en gros 2000 ans, quoi. Bon, voilà. Alors que là, on est sur des durées de temps beaucoup plus grandes, donc c'est encore plus ridicule d'essayer de donner une explication unique à quelque chose d'aussi vaste, d'aussi gigantesque que l'art des cavernes. Donc en général, tout le monde oublie ce genre. Enfin, maintenant, personne de sérieux n'essaye de donner ce genre d'explication. Je vais essayer de ne pas tomber dans ce panneau. Et puis la deuxième
chose trappe, c'est les anachronismes, j'appelle ça comme ça, tout ça vous allez voir tout de suite, c'est très simple, c'est que là, en plus de l'erreur précédente, ou à côté de l'erreur précédente, l'erreur générale, c'est que les gens viennent et vous disent, ben voilà, l'art préhistorique s'explique par, mettons, le chamanisme, hein, ou le totémisme, ou la magie, ou l'animisme, tout ce qui peut vous passer par la tête de ce genre, hein, ou une explication aussi psychanalytique, ce qui vous passe par la tête. Bon. J'ai dépouillé un peu tout ce qui a été écrit de ce genre, et l'erreur systématique, c'est que les gens qui proposent ce genre de choses, c'est-à-dire qui proposent d'expliquer l'art préhistorique par autre chose, oublient simplement de démontrer auparavant quelque chose qui serait indispensable, qui serait de démontrer que cette autre chose par laquelle on va expliquer l'art préhistorique existait bien au moment où l'art préhistorique a été réalisé. Si je prétends que l'art préhistorique s'explique par le totémisme, bon, c'est une hypothèse intéressante, j'ai bien le droit de la faire. Bon. Mais l'hypothèse devient quand même légèrement plus intéressante, et on peut la considérer avec plus d'attention, si auparavant j'ai démontré que le totémisme existait bien au moment, un peu vague évidemment, hein, c'est paléolithique supérieur, dans toute sa largeur, si je peux dire, au moment donc où les images ont été réalisées. Si je n'ai pas fait ça auparavant, je parle dans le vide. Et donc, si je me dis, comme en gros, là, du coup, vous savez, il y a beaucoup de débats, ça se chamaille pas mal hein, sur la signification de l'art préhistorique, quand il y a encore des préhistoriens qui s'y intéressent, c'est pas tous. Quand même, les gens sont assez d'accord pour dire que ces images étaient associées à des paroles. Peut-être pas toutes, mais disons qu'une grande partie de ces images étaient associées donc à des mythes, au sens propre du terme, mythos, des paroles. Ces paroles sont perdues, on ne les retrouvera jamais, bon. Mais si je pense que ces images étaient associées à quelque chose qui ressemble à un mythe, alors il faut que je cherche dans l'immensité, enfin je peux en tout cas, il faut, non mais je peux, chercher dans l'immensité des mythes connus, s'il n'y a pas des mythes qui pourraient coller avec ce que je connais de l'art des cavernes. C'est-à-dire des mythes qui, déjà au minimum, me parlent de grottes ou qui soient associés à une grotte, c'est-à-dire ce que les folkloristes appellent des légendes localisées, des légendes qui se racontent à propos d'un endroit précis. Pas une légende en général, comme il était une fois, le petit chaperon rouge, on ne sait pas où c'est. Hein. Bon, voilà, la forêt, le château, donc tout ça, on ne sait pas. Par contre, si je parle de la grotte qui s'appelle comme ça, à côté de chez moi, ça c'est une légende localisée. Donc, une légende, il faudrait des légendes localisées qui parlent d'un endroit bien précis, et d'une grotte, bien entendu. Et il faudrait qu'à cette grotte soient associés des animaux et soient associés des humains qui, comme le sont les humains qui sont représentés dans les grottes, sont très souvent et très majoritairement des humains animalisés, c'est-à-dire des humains qui ont l'air un petit peu encore animaux, ou à moitié animaux, ce qu'on appelle des théranthropes, des êtres mi-humains, mi-animaux, ou incomplets. Et donc, j'ai cherché les candidats possibles. Et les candidats possibles, donc évidemment, il y a, dans les mythologies du monde, vous pensez bien qu'il y a c'est une mine gigantesque, il y a des centaines de milliers de récits, mais il y a des gens depuis très longtemps qui les classent. Et parmi les récits qui sont racontés dans toutes les mythologies du monde, il y en a quelques-uns qui m'intéressent plus particulièrement parce que quand même je ne perds pas de vue en étudiant les mythologies que je cherche à peut-être pouvoir identifier des mythes qui remonteraient à la préhistoire. Ça veut dire des mythes extrêmement stables dans le temps. Alors, par exemple, ça élimine des catégories de mythes tout de suite, comme par exemple les mythes étiologiques. Vous savez, les mythes étiologiques, ce sont ceux qui vous expliquent des détails du monde. Par exemple, pourquoi tel oiseau a la tête rouge ? Pourquoi le pivert, par exemple, a la tête rouge ? Parce que c'est un oiseau pyrophore, c'est lui qui a été chercher le feu, il a volé jusqu'au soleil, il a
volé le feu au soleil, il l'a ramené aux humains, mais il l'a ramené en le portant sur sa tête, ce qui fait qu'il s'est brûlé, c'est pour ça qu'il a la tête rouge. Bon. Puis on continue l'histoire, il y a tout un petit récit autour de ça. Bon. Ce genre de petit récit qui peut se raconter très vite, très brièvement, c'est pas un récit très impliquant, je vous le raconte comme ça m'engage pas particulièrement, c'est une petite histoire. Et vous, quand vous l'avez entendu, vous pouvez la raconter aussi, ça vous engagera pas plus. Et puis si vous habitez une région où il n'y a pas de pivert, mais où il y a d'autres oiseaux qui ont la tête rouge, vous pourrez l'adapter à l'oiseau qui habite chez vous, malgré que vous n'ayez pas de pivert. Donc c'est des mythes qui peuvent voyager beaucoup, se transmettre beaucoup, qui se promènent beaucoup, voilà. C'est pas le cas de tous les mythes. Il y a des mythes qui se promènent pas, ou très peu, et il y a des mythes qui se transmettent, qui s'empruntent très peu, notamment les mythes anthropogoniques ou les mythes de création en général, c'est-à-dire création de l'univers, création de la Terre, création de l'homme, création des peuples, création des langues, toutes ces créations importantes, la mort, l'apparition de la mort, la création de la mort. Avant, il n'y avait pas la mort. On raconte une histoire qui explique pourquoi maintenant il y a la mort. Toutes ces histoires nous impliquent. Si vous racontez un mythe sur l'origine de l'homme, en général, quand vous le racontez, soit vous le racontez comme un mythe, ça veut dire que vous n'y croyez pas et c'est une histoire que d'autres racontent et que vous leur avez emprunté, mais que vous racontez comme une histoire et comme un beau conte. Soit vous le racontez comme un mythe et à ce moment-là, vous y croyez. Et si vous y croyez, comme l'immense majorité des peuples du monde racontent leurs propres mythes en y croyant, sans dire que c'est des mythes, parce que maintenant, quand on dit de quelqu'un que c'est un mythos, c'est qu'il raconte des cracks. Non, quelqu'un qui raconte des mythes dit la vérité. Donc si vous dites la vérité en disant le mythe qui prévaut dans votre culture, alors vous n'avez pas du tout envie d'en changer. Si vous pensez que l'homme, il a été créé par un Dieu unique, par exemple, il y a des gens qui pensent ça. Eh bien, les gens qui pensent ça, ils n'ont pas du tout envie de changer pour une autre histoire qui dit que ce n'est pas un Dieu unique, mais qu'il y en avait 2, ou 3, ou 4, ou des dizaines de milliers, ou des centaines de milliers, comme on dit au Japon. Non, ils n'ont pas du tout envie de changer. Donc il y a des mythes qui sont extrêmement stables, notamment les mythes anthropogoniques. Et donc c'est pour ça que j'ai particulièrement, pas uniquement cela, mais j'ai particulièrement étudié ces mythes-là. Pour les étudier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une base de données, encore une fois, c'est un peu une manie, mais bon, voilà. C'est pratique, parce qu'au moins on sait de quoi on parle. J'ai fait une base de données des mythes anthropogoniques que j'ai pu connaître en dépouillant les travaux des ethnologues, des mythologues et des anthropologues. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très simple. Vous avez toujours l'indication de l'ethnie où a été recueilli le mythe, l'ethnie telle qu'elle est citée par ma source. Hein. Je sais bien qu'il y a des problèmes, Jean-Loup Ancel, tout ça, les histoires sur les ethnies, tout ça discute. C'est pas mon propos, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Namas, par exemple, ça ne m'intéresse pas de discuter de l'étymologie du terme, de sa validité, etc. Je sais que les Namas, tel que ça a été recueilli par Sigrid Schmidt, eh ben, c'est forcément en Afrique australe, dans une petite zone particulière de l'Afrique australe, et ce n'est pas du tout en Afrique du Nord. Hein. Bon. C'est ça qui m'intéresse. Et puis, je cite la version originale, hein, tout le temps, telle qu'elle a été publiée, avec sa source, bien entendu. Ici, c'est le magnifique livre de Sigrid Schmidt. Je mentionne la famille linguistique de la langue dans laquelle le mythe a été raconté à l'enquêteur. Et puis je dépouille le mythe, je le démonte, si vous voulez, je le décortique, je le déconstruis en autant de mythèmes que possible. Les mythèmes, ce sont les unités minimales de mythe. C'est les petits bouts de mythe, c'est les petites phrases qui fabriquent la longue histoire. On y reviendra tout à l'heure, je vous donnerai des exemples. Et puis enfin, je donne la géolocalisation. La base est géolocalisée. Je vous donne les coordonnées géographiques de l'endroit où a été recueilli le mythe. Ce qui permet tout de suite, avec les systèmes d'information géographique actuels, de fabriquer des cartes. Donc, voici la base de données mise en carte. C'est facile, il suffit de faire clic. C'est vraiment super maintenant, alors qu'avant, à la main, tout ça, vous imaginez. Bon. On fait clic et voilà. Enfin, on fait presque clic, quoi. C'est un peu plus compliqué, mais bon, grosso modo, on fait clic. Et on a la carte qui représente la totalité des mythes anthropogoniques que j'ai pu collecter. Ça recouvre pas mal le monde. Il y a des blancs, hein. Il y a des blancs, effectivement. Mais les blancs s'expliquent parce qu'en gros, si vous regardez bien, ces blancs correspondent à des grandes zones désertiques du monde. Hein.
le Sahara, le désert de Sonora, le désert de Gobi, etc. Où là, effectivement, il n'y a pas grand monde, donc il n'y a pas beaucoup de mythes. Et puis en plus, c'est parfois des endroits où il y a des religions dominantes comme l'islam qui ont tout lessivé. Et c'est plus possible maintenant de recueillir, depuis longtemps, c'est plus possible de recueillir des mythes, disons, d'une ancienneté ou les mythes qui précédaient l'arrivée de ces religions. Donc en gros, compte tenu de ça, on peut dire que cette carte recouvre assez bien l'ensemble du monde, avec 1279 mythes anthropogoniques. Parmi les intérêts de faire une base de données comme ça, c'est que je peux faire plein de cartes, autant que je veux. Il suffit de faire des requêtes dans la base de données, et puis tout de suite, j'ai la carte correspondante. Par exemple, ici, c'est la carte des mythes d'émergence. C'est un type particulier des mythes anthropogoniques. Donc, les mythes anthropogoniques qui expliquent l'origine de l'humanité. Mythes d'émergence, ce sont les mythes qui vous expliquent que l'humanité, un jour, est sortie de Terre. Là, c'est une photo que j'ai prise au Botswana, où on m'a montré cet endroit. J'allais pour visiter et pour voir les peintures et gravures rupestres, mais les gens ont vraiment beaucoup tenu à me montrer ce tout petit endroit. C'est tout petit, vous voyez l'échelle, elle fait 5 cm, c'est des petits cailloux. Hein. Et puis il y a une petite cavité, c'est un peu recouvert de feuilles mortes, mais on voit à gauche une petite cavité. C'est là que l'humanité primordiale a émergé à l'origine. M'a-t-on expliqué. Et puis sur la pierre qui est à côté, ici, ce qu'on voit et que les géologues appellent des ripple marks, c'est-à-dire des marques de rivage fossilisées, eh bien, on m'a expliqué que c'était les traces des premiers humains qui, une fois sortis du trou qui se trouve à gauche, en fait, ont comme ça rampé pour sortir du trou et ont laissé les marques de leurs doigts sur les pierres, parce que tout ça se passait, bien entendu, à une époque extrêmement précise, qui est l'époque à laquelle les roches étaient encore molles. Et puis plus loin, on voit les traces des premiers bovins et des premières antilopes, etc., qui sont sortis. On voit les traces de sabots plus loin. Donc c'est de là que sont sortis, pour les gens de là, qui sont autour et qui racontent ça, les premiers humains et les premiers animaux. Je suis passé aussi un autre exemple, juste comme ça, illustratif, dans l'Utah, à Birthing Rock, où mon ami Bertram Tsavadava nous explique ce que veulent dire pour lui les gravures qui se trouvent sur ce rocher et à propos desquelles les archéologues s'arrachent les cheveux depuis quelques décennies. Et pour lui, c'est très simple. Ici, c'est l'ancêtre des Hopis. Lui, c'est un Hopi, évidemment. Donc ici, c'est l'ancêtre des Hopis. Comme vous le savez peut-être, les Hopis racontent leur origine comme étant une émergence. Ils sont sortis d'un trou du sol, qui est le trou de l'émergence. Et puis ensuite, ils se sont dispersés dans le monde et on voit en dessous les traces de pas des premiers ancêtres qui se sont dispersés dans le monde. Donc deuxième version, dans un endroit qui n'a rien à voir entre le Botswana et l'Utah, de ce mythe de l'émergence. Et donc, si je reviens à la totalité des mythes anthropogoniques, l'intérêt de mes cartes, c'est que je peux les comparer entre elles. Donc on a vu les mythes d'émergence. Et parmi les mythes anthropogoniques, il y en a un qu'on appelle le mythe de choroplastie. C'est quoi la choroplastie? C'est le fait de malaxer de l'argile et de faire des objets en argile. Et donc il y a un type de mythe où on vous explique qu'une divinité a pris de l'argile, a fabriqué des petites statuettes, leur a insufflé la vie, et c'est comme ça que tout a commencé. C'est ce que dit la Bible, Adam. Hein, alors, étymologiquement, ça veut dire le glaiseux, celui qui a été fait avec de la glaise, hein, Adam. Donc vous voyez que si vous comparez avec la carte du mythe d'émergence, la répartition est différente. Pas tant que ça. Mais parmi les mythes de choroplastie, il y en a un qui est plus particulier, qui est le mythe que j'appelle celui du corps souillé. Le corps souillé, qu'est-ce que c'est? C'est un mythe de choroplastie, c'est-à-dire vous avez une divinité qui prend un petit peu d'argile puis qui dit tiens, je me sens un peu seul, je ferais bien voilà, l'humanité. Alors il fait une petite statuette d'homme, une petite statuette de femme. Et puis voilà, il est assez content de lui. Et puis le problème, c'est qu'elle bouge pas, quoi. Bon. Et donc il dit bah oui, c'est bête, évidemment, l'âme. Et non, j'avais la tête et j'ai oublié l'âme, donc il faut que j'aille chercher l'âme pour leur insuffler l'âme, évidemment, quoi. Voilà. Donc il s'en va pour chercher l'âme, mais au moment, il se dit ah, je vais laisser les statuettes là pour aller chercher l'âme. Le problème, c'est qu'il y a Erlik. Donc Erlik, ça c'est dans les versions sibériennes. Erlik, c'est l'opposant, c'est comme le diable. Il a été christianisé d'ailleurs dans les récits plus tardifs sous le nom du diable. Erlik, donc, lui, c'est le méchant, le mauvais, qui s'oppose toujours à tout ce que fait le créateur ou qui essaie de le limiter, puis à chaque fois ça rate. Et Erlik, il se dit, le créateur, il va sûrement venir et puis il me fiche la pagaille avec mes statuettes. Donc, ah bah tiens, il crée le chien. Du coup, il crée le chien et il pose le chien à côté des statuettes pour garder les statuettes pour que Erlik ne puisse pas faire le con avec les statuettes. Bon.
Et puis il s'en va chercher l'âme, tranquille. Alors Erlich, évidemment, à peine l'autre est parti, Erlich y rapplique. Il voit le chien, il faut vous dire qu'à cette époque-là, le chien parlait et il n'avait pas de poils. Et que c'est en Sibérie l'histoire. Donc le chien, il se caillait très légèrement les miches. Et donc le Erlich arrive et dit bonjour. Et voilà, ça va, tout ça. Bon, il discute un petit peu, puis il dit, t'as pas chaud, hein. Alors l'autre, ben non, voilà. Écoute, moi, si tu veux, j'ai un truc. Je peux te filer en fait, un vêtement que tu pourras garder toute ta vie et grâce auquel tu auras chaud toujours. Voilà, comme tu veux. Hein. Enfin, j'aurai une petite condition, évidemment, c'est que tu me laisses approcher des petites statuettes, là, mais juste 2 minutes. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai comme condition. Donc le chien, il est là, comme ça, bon, voilà, il dit oui, évidemment, quoi. Et pof, il se retrouve couvert de poils, et il a chaud, super. L'autre, il s'approche des statuettes et il crache sur les statuettes, il crache, vous savez, espèce de gros glavio vert, et c'est paf sur chaque statuette, c'est horrible. Et il s'en va. Et le Dieu créateur revient, et tout de suite, d'abord de loin, il voit le chien qui a des poils, donc il dit bon d'accord, il comprend. Donc il arrive au chien, il dit bon d'accord, bon bah c'est simple, hein, maintenant, à partir de maintenant, c'est simple. D'une part, tu perds la parole, tu ne pourras plus parler, hein, parce que c'est parce qu'il a discuté avec l'autre que ça s'est passé. Donc, plus de parole, le chien ne parle plus. Et en plus, tu seras l'esclave des humains, tu seras obligé d'être toujours à leur ordre et de faire tout ce qu'ils te demanderont, et voilà, et tu seras tout le temps l'esclave des humains. Voilà. Bon. Alors maintenant, il regarde les statuettes, alors il prend un peu d'herbe comme ça, puis il essaye de les nettoyer. Et alors quand il pousse d'un côté, ça revient de l'autre, tout ça, il n'arrive pas à enlever les glavios de l'autre, là, ça, pas moyen, quoi, ça colle, c'est gluant, enfin, c'est vraiment atroce, quoi. Il n'y arrive pas, il essaye, il frotte de plus en plus fort, ça ne marche pas. Et du coup, à la fin, il a une idée, il prend, elles sont toujours molles un peu, hein, les statuettes, l'argile n'est pas encore dure, hein, donc il prend les statuettes comme ça, et il les retourne comme un gant. Ce qui fait que tous les crachats, toutes les glaires des reliques se retrouvent à l'intérieur. Et c'est pourquoi à l'intérieur de notre corps se trouvent des choses qui ne sont pas trop ragoûtantes. Et c'est pour ça aussi, régulièrement, de temps en temps, nous expectorons quand nous sommes malades, comme moi je suis en ce moment d'ailleurs, là, voilà, on a pris du nez, ça coule et tout, et on expectore des restes, des crachats d'Ehrlich. Et c'est pour ça que de temps en temps nous tombons malades, et c'est pour ça que ultimement nous mourrons. Voilà. Donc le corps souillé. Et vous voyez que le mythe du corps souillé, est, si vous comparez sa répartition avec celui de l'émergence, c'est extrêmement différent. Donc c'est toujours intéressant de comparer. Voilà, on pourrait passer la journée à ça, ou la nuit, voilà, je vous en montre quelques autres. L'origine céleste, alors l'humanité, au lieu de sortir du sol, elle descend du ciel. Un jour, par exemple, il y a une femme enceinte, pof, qui tombe, voilà, et comme elle est enceinte, bon, évidemment, elle accouche d'un garçon, évidemment, et puis vous imaginez la suite, voilà, c'est le début de l'humanité, voilà. Origine végétale, un jour, les humains sont sortis d'un arbre, par exemple. Le plongeon créateur, alors j'en reparlerai du plongeon créateur, ça c'est un mythe un petit peu particulier, c'est pas un mythe strictement anthropogonique, c'est que à l'origine il n'y avait que de l'eau, rien d'autre, donc à part des animaux aquatiques, évidemment aucun animal terrestre, et évidemment pas d'humains et pas de terre. Et donc le créateur, c'est pareil, s'ennuie un petit peu, veut changer un peu tout ça. Et il n'y a que des oiseaux qui peuvent vivre dans un environnement comme celui-là, parce qu'ils volent. Donc il y a des oiseaux qui volent et qui ne se posent jamais, parce qu'il n'y a pas de terre. Mais il y a quelques oiseaux qui, eux, sont des oiseaux aquatiques. Eux, ils peuvent se poser sur l'eau. Et ils demandent à un des oiseaux aquatiques, le plongeon, notamment le grand plongeon, de plonger au fond de l'eau, de ramener un petit peu de vase du fond de l'eau, de le ramener à la surface. Et c'est cette vase qui va s'accroître et qui va faire notre Terre. Je vous le schématise beaucoup, on en reparlera plus tard. Plongeon créateur. Donc c'est pareil, si je compare, vous voyez, si je compare la carte du plongeon créateur avec la carte de mythe de l'émergence, ça fait une très grosse différence. Alors on va regarder ça de plus près, en regardant sous un autre aspect. Voici la carte de l'émergence des animaux, parce que les animaux aussi sortent du sol, selon certains mythes de l'émergence. Ou bien les humains. Voici la carte des mythes d'émergence de l'humanité. Et voici maintenant la carte du plongeon cosmogonique. Alors si je superpose ces cartes et que je mets ensemble la carte de tous les mythes d'émergence avec la carte des plongeons cosmogoniques, voici ce que j'obtiens. Et il vous saute aux yeux, bien entendu, que la répartition de ces deux types de mythes est parfaitement complémentaire, presque parfaitement, on ne va pas chipoter non plus, hein, bon, voilà. Mais qu'en gros,
Il y en a un qui est septentrional, si je peux dire, et un autre qui est méridional. Il y en a un qui domine absolument dans l'hémisphère sud et un autre qui domine absolument dans l'hémisphère nord. Alors rien que ça, déjà, ça justifierait la conférence parce que, en fait, vous savez, pour expliquer l'origine des mythes, il y a une des théories qui est les archétypes jungiens. Notre esprit est fait de telle manière que nous sommes tous humains, bien sûr, et que donc, dans notre esprit, il y aurait des espèces de pierres d'attente, enfin des images qui seraient là, transmises on ne sait pas comment, qui seraient les archétypes, et qui se manifesteraient dans toutes les cultures du monde, à toutes les époques, spontanément, comme ça, voilà. Et que ça expliquerait pourquoi, dans des endroits très différents du globe, eh bien, on retrouve les mêmes histoires ou les mêmes images. Ben non, ça ne marche pas du tout, parce que si cette théorie était vraie, la répartition des mythes serait entièrement aléatoire, et on n'aurait pas un mythe plus spécialement au nord, et un autre plus spécialement au sud. Donc on oublie la théorie des archétypes jungiens, et on oublie Jung, en tout cas au moins pour cette partie-là de son œuvre. Et on va regarder de plus près ce qu'il en est de ce fameux plongeon cosmogonique, en utilisant une méthode que je n'ai pas inventée, qui est une vieille méthode, qui est la méthode de l'aréologie, c'est-à-dire on va comparer les aires de répartition. Donc vous venez de voir passer un très beau plongeon, hein, le grand plongeon, c'est lui qui, très souvent dans les mythes, va chercher au fond de l'eau primordiale le petit tas de vase ou les petits cailloux, le bout de sable qui va permettre de créer la Terre. Bon. Mais parfois c'est d'autres animaux. Et si je vous dis, vous savez, quand vous racontez une histoire, vous avez intérêt à passionner les gens, évidemment. Donc, vous avez intérêt à faire une histoire qui ne soit pas trop courte, qui ne finisse pas quand elle a commencé, parce que si dès le début vous connaissez la fin, ce n'est pas génial. Bon. Et puis, qui ne soit pas trop longue non plus, parce que tout le monde s'endort. Bon. Et donc, par exemple, si je raconte le mythe du plongeon cosmogonique, si je vous dis, ben voilà, au début, comme j'ai fait tout à l'heure, il y avait de l'eau, gna gna, tout ça, il y en a un qui plonge, ramène de l'eau, il met ça à la surface, paf, c'est la Terre. Bon, c'est court. C'est assez efficace, mais enfin, c'est pas génial, parce que, bon, on peut faire mieux. Notamment en disant, Dieu ou le Créateur, peu importe qui, ordonne au plongeon d'aller chercher au fond de la mer un petit peu de vase pour le ramener à la surface. Il plonge, mais les eaux primordiales sont tellement vastes et donc tellement élevées qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au fond. Et du coup, il plonge, et jusqu'à ce qu'il ne puisse plus retenir son souffle, il remonte, il est complètement comme ça, bon voilà, et il arrive et il n'a pas réussi. Voilà. Et donc, du coup, il dit, bah, désolé, quoi. Hein, voilà. Et donc, qu'est-ce que fait Dieu? Il demande à un autre. Il demande à un autre en série D, un oiseau aquatique, d'essayer à son tour. Et l'autre, il essaye aussi, puis il va un peu plus loin, mais il rate aussi, quoi. Voilà, bon. Puis alors, on demande à un autre, puis voilà, bon. Alors, imaginez l'histoire, on peut demander à un autre, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre, puis vous allez tous vous endormir. Hein. Bon, évidemment, hein, c'est pas là, bon, on peut pas. Évidemment. Si c'est la 364e fois que ça réussit, ça va pas le faire comme histoire. Donc, il y a un bon nombre. Et puis on peut dire aussi, attends, le plongeon, il plonge une fois. Hein, il dit, mais j'ai pas, non, c'est parce que j'ai pas pris mon souffle. Là, je recommence. Il recommence un coup, puis il dit, non, attends, j'étais presque, je recommence un coup. Voilà, il recommence, puis il rate encore. Et du coup, on demande à un autre qui fait pareil 3 fois, etc. Donc c'est un peu plus long, c'est rigolo, voilà. Ça met un peu de suspense. Bon, la question c'est quel est le bon nombre quand vous êtes conteur, quand vous racontez des mythes. Quel est le bon nombre? Parce que ça ne change pas le fond de l'histoire. Hein. Mais vous allez en mettre combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ça, là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc c'est plutôt genre 3, 4. Hein. 5 à la rigueur, mais 3, 4, c'est bien. D'ailleurs, dans les contes et dans les mythes, très souvent, c'est 3, 4. Il y a 3 frères, il y a 3 sœurs, il y a 3 épreuves, etc., etc. Alors, dans ma base de données, vous avez vu que je peux noter plein de choses. J'ai noté à chaque fois qu'il y a du 3. Par exemple, ben voilà, il y a 3 plongeons, le premier il essaye 3 fois, etc. Bon, ou 4, ou 5, ou 6. À chaque fois, j'ai noté le nombre. Et du coup, je peux cartographier ça aussi. Et j'appelle ça le primat du 3. Je cartographie tous les mythes du plongeon dans lesquels le 3 prime. Voici la carte. Et si je regarde les noyaux de plus haute densité, les voici. Ça donne ça. Vous avez en Eurasie, parmi tous les mythes du plongeon, c'est très présent. Et puis en Amérique du Nord, c'est très présent également. Alors voyons voir ce qu'il en est pour le 4. Puisque en gros, notre ami qui plonge 3 fois ou qui plonge 4 fois, ça ne change pas beaucoup l'histoire.
Donc on peut se dire c'est indifférent. Voici la carte où on a un primat du 4. Soit qu'il y a 4 animaux qui essayent les uns après les autres, soit un animal qui essaye 4 fois, soit 4 animaux qui essayent chacun 4 fois, etc. Voici la carte. Et évidemment, vous voyez que le noyau de densité, il est très vite vu, il est ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le mythe du plongeon créateur, il est passé d'Eurasie en Amérique par le détroit de Bering, avec les gens qui ont peuplé l'Amérique du Nord et ensuite toute l'Amérique, et qu'en passant le détroit, ils ont gardé dans la tête leurs histoires importantes, ces histoires dont on ne change pas comme de chemise, les histoires de création du monde, dont l'histoire du plongeon cosmogonique, mais qu'en arrivant en Amérique, il se trouve qu'en Amérique, on a une autre vision du monde globale qu'en Eurasie. En Eurasie, on voit du 3 partout. Ce serait une longue autre conférence, mais regardez Dumézil, la triplication intensive, etc. Nous, autres Eurasiens, nous voyons du 3 partout. Il y a toujours 3 frères dans nos comptes, 3 épreuves, etc. Et en Amérique, il y en a toujours 4. Et en Afrique, quand on a les mêmes histoires, c'est toujours 2, parce qu'en Afrique, c'est la gémellité qui compte. Ce qui fait que quand une histoire passe d'un continent à l'autre, c'est-à-dire en fait d'un grand groupe culturel à un autre, eh bien, cette histoire, elle s'adapte au public. Si je raconte qu'il y a 3, que je suis en Amérique et je raconte la même histoire en disant il y a 3 gars ou 3 n'importe quoi, 3 épreuves, etc., ça ne va pas le faire. Les gens ils vont trouver ça légèrement bizarre. Ils ne vont pas le dire, mais ils vont trouver ça bizarre. Si je dis qu'il y en a 4, ça va passer comme une lettre à la poste. En gros, c'est lié à la vision du monde. 3 en Eurasie, c'est parce que notre vision du monde, elle est stratifiée. Il y a la Terre, le monde chtonien, le monde ouranien. Et puis, en Amérique, la même vision du monde, elle n'est pas stratifiée, elle est horizontale et elle est selon les 4 orients. Ce serait une longue discussion. Je passe à un autre point de vue. On va regarder les mêmes choses, mais en regardant autrement. C'est-à-dire, on va prendre un peu de hauteur, c'est le cas de dire, on va regarder la Terre du point de vue azimutal. C'est-à-dire, on se met au-dessus du pôle Nord, puis on regarde ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne quand on est au-dessus du pôle Nord et qu'on regarde, par exemple, eh bien, le mythe de l'émergence. Voilà le mythe de l'émergence, la carte des attestations du mythe de l'émergence vue du pôle Nord. Mais souvenez-vous, la plus haute densité, on ne peut pas la voir là, puisque c'est en dessous, c'est l'hémisphère sud. Hein, on ne peut pas la voir. Voilà, c'est en dessous, c'est derrière, on ne peut pas la voir. Par contre, si je cartographie ici tous les mythes de plongeon, là je les vois tous, ils sont tous là. Et a fortiori, si je cartographie un autre type de mythe qui est le mythe du corbeau, sur lequel on pourra parler plus tard, eh bien voici ce que j'ai. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a une espèce de répartition concentrique de ces grands mythes. C'est-à-dire que tout se passe comme si j'avais eu une grande nappe, là en bleu, une grande nappe de répartition d'un mythe très ancien, suivi, donc le mythe de l'émergence, suivi d'un autre mythe qui est celui du plongeon et suivi du mythe du corbeau. Et ça donne l'impression qu'on a une espèce de stratigraphie des mythes, que chacun s'est réparti après l'autre en n'occupant pas toute la place. Ce qui fait que si je regarde ça autrement, comme ceci par exemple, eh bien, je peux poser comme hypothèse que le mythe de l'émergence serait parti d'Afrique australe et aurait gagné le monde entier en suivant ce chemin, qui est tout simplement le chemin qu'a suivi l'humanité, hein, en tout cas Homo sapiens. Ensuite serait apparu le mythe du plongeon cosmogonique en Eurasie, beaucoup plus récemment, et lui se serait diffusé moins loin, puisque plus récemment, il n'aurait pas gagné l'Afrique. Et puis enfin, on aurait une série d'allers-retours à propos des mythes de corbeau, de part et d'autre du détroit de Bering. L'intérêt de tout ça, c'est que tout ça, ce n'est pas en l'air dans le temps, puisqu'on a des passages obligés. On sait en gros, même si c'est imprécis, même si en ce moment, tous les jours, il y a des articles qui paraissent pour un peu contredire. Vous savez, il y a une plaisanterie qui dit qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour prouver que ses collègues ont tort. Et donc là, en ce moment, pour les préhistoriens, c'est très vrai, parce que sans arrêt, on a plein d'articles qui montrent que oui, la sortie d'Afrique, oui, mais c'est pas exactement comme ça, donc ça varie toujours. Mais en gros, tout le monde est d'accord pour dire que la sortie d'Afrique, c'est au moins
l'apparition de Homo sapiens en au moins 200 000 ans, voilà. Et puis sortie d'Afrique, et puis l'histoire du peuplement. On sait qu'ils marchent tout le long d'un chemin au sud de l'Eurasie pour arriver finalement en Australie, au moins il y a 50 000 ans. Et puis que plus tard, ils traversent les détroits de Bering entre moins 30 000 et moins 15 000. Je ne discute pas, c'est très compliqué, mais c'est entre ces deux dates-là. Et ils peuplent tout le continent américain. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il arrive à l'endroit où il y a des grottes ornées, avec dans la tête le mythe de l'émergence, au moment où les plus anciennes grottes ornées sont ornées. Alors si je pense que ce mythe de l'émergence, il est parti d'Afrique, regardons de plus près ce qui se passe en Afrique. Voici la carte de répartition des mythes de l'émergence en Afrique. Vous voyez que leur densité, elle est en Afrique australe, leur plus haute densité. Les mythèmes identifiés, donc les mythèmes, c'est, disons, c'est les atomes d'histoire, hein, les atomes de mythes, les atomes de récits. C'est les petites phrases presque insécables, pratiquement insécables, qu'on aligne pour faire le récit. Genre, les animaux sont sortis de terre. Si je dis les animaux, ça ne veut rien dire. Sont sortis, ça ne veut rien dire. De terre, ça ne veut rien dire. Les animaux sont sortis de terre, ça, c'est un mythème. D'accord ? Donc, les mythèmes des mythes de l'émergence, les voici. J'en ai identifié 26 pour mon propre chef, que voici. Bon, je ne vous les lis pas, mais vous voyez, ils sont numérotés. Donc, c'est facile, quand je trouve un mythe de l'émergence dans ma base de données ou n'importe où, dans n'importe quelle bibliothèque, je regarde quels sont les mythèmes qui sont attestés dans ce mythe. Exemple, je vous donne un exemple qui est un mythe Kong. Donc, ce sont des gens qui vivent en Afrique australe, donc des Bushmen qui parlent une langue khoisan, qui est une langue à clic. Et voici donc un mythe d'émergence. Ils disent, ces gens-là, et ils pensent que c'est tout à fait la vérité, que dans les environs de Marotse, il y a un grand trou, d'où sortirent les premiers hommes, dont les empreintes sont toujours visibles là-bas. Il y a longtemps, un homme en est sorti, mais il est retourné et il s'y trouve toujours. Le bétail est également sorti du même trou. Le premier homme s'appelait Matome, et il avait un jeune frère du même nom et une sœur nommée Matomian. Et elle fut la première à sortir du trou, vraiment, et elle était chargée de s'occuper du bétail. Mais son frère Matome finalement sortit aussi, et il le laissa s'échapper. De colère, sa sœur, qui possédait une drogue de vie et de santé, retourna au trou et l'y jeta, ce qui fait que la maladie et la mort règnent dans le monde jusqu'à présent. Donc un mythe d'émergence qui nous explique que les humains, les premiers humains, sont sortis d'un trou, et que tout ça s'est associé, et les premiers animaux aussi, tout ça s'est associé à l'origine des maladies et de la mort. Ce qui fait que si je prends ma liste de mythèmes, les mythèmes attestés dans cette histoire sont ceux-ci. Il y a eu émergence des animaux, il y a émergence de l'humanité, etc., etc. Par un trou du sol, le premier à sortir, c'est une femme, etc. Et puis tout ça, c'est associé à la mort. Et je fais la même démarche pour tous les mythes que je rencontre. Et donc, voici ce que j'ai fait pour tous les mythes ayant au moins 5 mythèmes. Parce que quand il n'y en a qu'un, évidemment, pour les comparer avec les autres, en fait, ils se ressemblent plus par leur absence de ressemblance que par leur ressemblance. Donc, j'ai décidé que, par rapport au nombre total de mythèmes possibles, je prends la moitié plus 1 et je prends que ces mythes-là, je les compare, je regarde le nombre de mythèmes, ça fait une matrice que voici. Une matrice, ça se lit très simplement. Vous avez à gauche la localisation géographique des mythes. Facile, AFN c'est Afrique du Nord, AFO c'est Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique Est c'est Afrique australe. Et puis j'ai ajouté un mythe sumérien, parce que c'est intéressant, un mythe sumérien, parce que ceux-là ils sont datés, puis ils sont très vieux, puisque c'est la plus ancienne écriture de l'humanité. Ensuite, j'ai une autre colonne qui me donne les ethnies, donc les Kabyles, Bassa, Chanti, etc., et la famille linguistique. Et puis ensuite, j'ai tous les mythèmes, donc c'est des animaux, c'est les hommes, c'est une femme qui sort en premier ou pas, toutes ces possibilités de mythèmes. Quand le mythème est présent, je mets un 1, quand il est absent, je mets un 0. Et ça vous donne ceci. Une fois, pourquoi on s'amuse à faire ça, en fait? Pourquoi s'amuser à faire ça? C'est pour parler avec l'ordinateur. Parce que les ordinateurs, ils adorent qu'on leur parle avec des 0 et des 1. Voilà. Si on leur parle normalement, ils ne comprennent rien du tout, les ordinateurs. Donc voilà. Si on leur parle avec des 0 et des 1, ils comprennent. Et donc, comme ça, ils comprennent. Et du coup, une fois qu'ils ont compris, ils peuvent faire ça.
Et ça, c'est un réseau phylogénétique fabriqué à partir de la matrice précédente, à partir du degré de ressemblance entre les mythes. Et pour faire ça, je n'ai rentré que donc, les deux colonnes de gauche, hein, c'est-à-dire le nom du mythe que vous retrouvez ici, avec l'ethnie, la grande zone géographique et puis la famille linguistique. Je n'ai pas dit où c'était. Je n'ai pas donné les coordonnées géographiques du tout. J'ai juste donné ça. Et puis ma série de 0 et de 1. Et vous remarquez que tous les mythes d'Afrique australe se retrouvent d'un côté, et sauf un, tous les mythes d'Afrique centrale et de l'Ouest se trouvent de l'autre. Ça veut dire qu'ils retrouvent en gros deux grandes localisations géographiques. Il y a deux grandes aires. Il y a l'Afrique australe d'un côté, et puis il y a tous les autres de l'autre. Et si je regarde les langues khoisanes, donc c'est les langues akliques, les langues des Bushman et apparentées d'Afrique australe, elles se retrouvent ensemble sur la même branche. Et puis vous avez ensuite toutes les langues dites Niger-Congo qui correspondent à l'expansion bantoue. Et maintenant, à partir de la même chose, je peux faire un arbre. Je passe sur les méthodes, parce que là, ce serait vraiment beaucoup trop long, à la fois sur la méthode et sur son histoire. Vous allez voir bientôt dans la recherche un article qui va paraître, qui est co-signé de Julien Duy, qui se trouve dans cette salle, et de moi-même, qui vous donnera tout un tas de renseignements sur ce type de méthode. En tout cas, dans le prochain numéro, là. Et sachez que ce genre de méthode permet de construire un arbre qui est un arbre, comme vous savez, l'arbre darwinien, l'arbre de la vie, hein, un arbre évolutif. Hein. On traite les mythes comme si c'était des plantes ou des animaux, comme si c'était des taxons, et on leur applique les mêmes méthodes, et on trouve un arbre d'évolution qui est tout à fait comparable à l'arbre des espèces, ou d'un ensemble d'espèces. Et donc l'espèce, disons le genre ici, ce serait les mythes d'émergence, et voici leur évolution. Et on voit très bien que les mythes d'Afrique australe, chez les Bushman, sont à la base, qu'ensuite, ensemble, se trouvent les mythes de langue afrasienne, c'est-à-dire toutes les langues de type arabe, berbère, mais aussi acadien, dans lesquelles sont exprimés les mythes de l'Antiquité sumérienne. Et puis, un gros bloc qui sont tous les mythes correspondant à l'expansion bantoue, les mythes Niger-Congo. Si je compare le mythe de l'émergence, sa répartition du moins, avec un autre mythe qui est celui de l'origine céleste de l'humanité, je l'ai évoqué vaguement tout à l'heure, c'est simplement deux choses qui sont en miroir. Soit il y a des gens qui pensent que les premiers humains sont sortis de terre, donc ils sont arrivés à la surface par le bas, soit l'origine céleste, ils sont arrivés par le haut, ils sont descendus du ciel. Ces mythes sont l'inversion exacte les uns des autres, au sens lévi-straussien, hein, à tel point, jusque dans les moindres détails. Par exemple, dans les mythes d'émergence, vous avez toute une série de mythes qui vous dit que les hommes vivaient sous terre autrefois. Voilà. Ça allait très bien parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas la maladie, ils ne connaissaient pas la mort, ils n'avaient pas besoin de se nourrir. Ce qui est lié, d'ailleurs. Et puis, un jour, comme ça, il y a quelqu'un qui, en regardant au plafond, a vu une petite lumière, la lumière qui passait, un trou. Et tiens, c'est bizarre. Et donc, ils ont envoyé un oiseau, un petit oiseau, pour passer par le trou, pour voir s'il vraiment y avait quelque chose de l'autre côté. Oui, l'oiseau il est revenu, il a dit « ouais, il y a quelque chose. » Et du coup, ils ont envoyé un animal un peu plus gros, donc je ne vais pas faire le coup du 3, du 4, mais voilà, il y a plusieurs émissaires qui partent, et qui à chaque fois élargissent le trou, et puis qui disent « ah, ça a l'air pas mal dehors, hein. Il y a des arbres, tout ça, c'est sympa. » Voilà. Donc finalement, il y a un homme qui sort. Ou une femme, ça dépend des récits, et puis qui balade un petit peu comme ça, et puis qui voit des arbres avec des fruits. Donc il prend un fruit qui goûte, ah génial, le fruit vraiment c'est bon, c'est sucré, tout ça, waouh. Et alors il revient voir les autres, puis il dit waouh, trop bon là les fruits là, vous avez ça, c'est incroyable. Hein. Donc du coup il dit je sais pas vous, mais moi j'ai bien envie d'y aller. Et donc il retourne. Et puis il y en a plein qui retournent. Alors il retourne, évidemment, pour retourner, il bricole tout un système parce que le trou il est au plafond quand même. Alors les animaux ils peuvent y aller facilement. Les humains, donc ils mettent une corde ou une liane, ou ils font pousser un arbre. Enfin il y a des tas de techniques, mais très souvent une corde. Donc une corde, donc tout le monde grimpe à la corde, puis sort. Voilà. Donc les gens sortent. Et puis à un moment donné, il y a une femme enceinte
qui attendaient son cours, mais ils font la queue, hein, tous, pour grimper à la corde. Et puis, donc, la femme enceinte, elle arrive, et puis elle commence à grimper à la corde, mais comme elle est enceinte, elle est plus lourde que tout le monde. Et elle fait claquer la corde. La corde casse. Ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient devant, tout le monde se tombe par terre. Et ils n'arrivent pas à rabouter la corde, c'est la cata complète. Et donc, ces gens-là, ils restent en dessous, et ils sont toujours en dessous, dans ce qui est devenu le monde des morts, mais qui est en fait le monde des vivants, parce que ce qu'ils ne savaient pas en sortant, c'est qu'une fois à l'extérieur, le fait de manger, ça fait que vous devenez mortel, et que ainsi vous attrapez des maladies, et finalement vous mourrez. Mais trop tard, ils étaient sortis. Mais ça explique le fait que, après notre mort, nous retournons retrouver les vivants qui nous appelons morts, qui sont encore restés sous le sol. Donc voici un exemple de récit, mais avec beaucoup de variantes. Là, je vous en synthétise plein. L'origine céleste, c'est au ciel que les gens vivaient autrefois. Au début du monde, les humains vivaient au ciel. Ils marchaient sur le ciel. Et puis un jour, il y a une femme qui marche comme ça, elle bute dans une motte de terre. Pouf. Et du coup, elle bouge un peu la motte de terre. Ah, surprise, il y a de la lumière qui passe. Incroyable. Donc elle regarde, et alors c'est un trou, c'est bizarre, hein, et tout. Elle regarde, et c'est vachement profond, quoi. Hein. Et puis en bas, il y a des trucs, voilà, il y a des arbres, ça a l'air sympa. Donc elle va dire ça aux autres. Et alors les autres, ils disent, faut voir, quoi. Hein. Et donc ils vont chercher une corde, et ils descendent. Et ils commencent à descendre, et donc ils trouvent des fruits super, tout ça. Donc tout le monde se dit, c'est trop bien là. Et donc tout le monde descend, et puis ils font la queue pour descendre à la corde. Et puis il y a une femme enceinte qui veut descendre aussi, et voilà, elle est un peu plus haute que les autres. Paf, la corde pète, et voilà. Et du coup, il y en a qui sont restés là-haut. C'est pour ça qu'après notre mort, nous remontons chez les vivants que nous appelons les morts et qui sont au ciel. Et évidemment, c'est pas les mêmes qui racontent ça. Et donc, vous voyez bien que cette histoire, c'est exactement la même. C'est tellement l'inverse que c'est exactement la même. Il y en a une qui est donc l'inversion de l'autre. Ça veut dire que s'il y en a une qui est l'inversion de l'autre, celle qui résulte de l'inversion, elle est plus récente. Laquelle ça peut être? Voici la répartition des mythes d'origine céleste, comparée à celle de l'émergence. Vous voyez qu'elle est plus septentrionale. Et que la répartition, la plus haute densité de répartition du mythe de l'émergence, elle était tout à fait à l'extrême sud de l'Afrique. Donc au sud de l'Afrique, langues khoisanes qui sont les plus anciennes du monde. Et là, on a une répartition qui correspond à celle des langues bantoues, l'expansion des langues bantoues, beaucoup plus récente. Et donc, il y a toute raison de croire que le mythe de l'origine céleste de l'humanité en Afrique résulte d'une inversion secondaire du mythe de l'émergence. Si c'est vrai, alors je devrais m'attendre à trouver les associations de ce type de mythe avec des marques rupestres beaucoup plus au sud que celles qui correspondent au mythe de l'origine céleste. Regardons, et voici ce que ça donne. Voici les attestations du mythe dans lequel le mythe est associé à des marques rupestres. Vous savez, notamment, les gens qui sortent comme ça, puis ils rampent, voilà, puis ça laisse des marques qui sont en fait pour les géologues des ripple marks. Mais aussi, on a l'équivalent, rare, mais c'est passé aussi dans le mythe d'origine céleste, puisqu'on a des gens qui tombent du ciel à un moment donné, ou quand la corde se casse, plaf, tout le monde tombe, et du coup, ça laisse des marques sur le sol qu'on vous montre encore. Les marques rupestres, associées à ce type de mythe, grâce au logiciel qu'on utilise, de phylogénétique, on peut reconstruire leur histoire et essayer de vérifier si par hasard il ne se trouverait pas à la base de l'arbre, espèce de l'arbre de la vie des mythes. Et il se trouve que celui-là, oui, il s'y trouve. Quand les ronds sont noirs, c'est que le mythe est attesté. Quand ils sont blancs, c'est qu'il n'est pas attesté. Et donc, voilà, il s'y trouve bien. Je peux faire ça avec tous les mythèmes. Et du coup, en prenant que les mythèmes qui ont toutes les chances, disons au moins 90%, grosso modo, d'être à la base de l'arbre, je peux reconstituer, non pas le mythe d'origine, non pas le mythe préhistorique, je ne vais pas vous raconter le mythe préhistorique, mais je peux savoir quels sont les mythèmes qui étaient attestés dans les mythes qui se racontaient dans les plus anciennes attestations de ce mythe.
Et ces mythèmes sont les suivants. Les animaux sont sortis du sol, ainsi que les humains. La sortie s'est opérée directement du sol. L'émergence de l'humanité et des humains explique l'origine de la mort. Et il reste des marques rupestres qu'on peut vous montrer encore et qui témoignent de la véracité du mythe et de la véracité de l'émergence. Donc je pense que ce mythe, originaire d'Afrique australe, s'est diffusé dans le monde entier et que par la vertu de la diversification et de la multiplication des écotypes, vous savez, les écotypes, c'est ce que je vous ai dit sur le 3 et le 4. Le mythe, il se diversifie et au fur et à mesure, les gens le bricolent, évidemment. Il reste lui-même, mais les gens changent un petit peu parce qu'on l'adapte à l'auditoire. Vous voyez bien si ça tousse un peu dans la salle quand vous racontez un truc. Donc, le prochain coup que vous le raconterez à un public similaire, vous changerez le truc là où les gens y toussent, quoi. Bon, évidemment. Et donc, c'est ce qu'ont fait les conteurs depuis tout le temps. Et ça donne naissance à des écotypes. C'est-à-dire que si moi, je vous raconte un mythe tel que je l'ai entendu par quelqu'un d'autre, eh ben, je vous transmets la version que j'ai entendue. Si vous ne le connaissiez pas, et que je le modifie un peu, parce que je vois bien que là, il y a un passage, ça ne va pas le faire. Vu la tronche que vous tirez là et tout ça, là, si je raconte ce passage-là, je sens que ça ne va pas le faire, donc je ne le raconte pas. Ou je le modifie, en disant, ouais, je vais plutôt leur dire, parce que là, je vois que, oh là là, bon, je vais plutôt dire que autre chose. Donc je raconte un petit peu autre chose. Ça ne change pas le mythe, ça ne change pas l'histoire et tout, mais je sais que ça passera mieux, je le sens. Voilà. Vous ne connaissez pas l'histoire que j'ai entendue, moi. Vous ne connaissez que celle que je vous raconte. Et si un jour vous racontez l'histoire, vous raconterez que celle que moi, je vous ai racontée. Et ça devient un nouvel écotype. Ça devient un nouveau type d'histoire, peu à peu, qui va s'ancrer, qui va se propager. Et c'est donc ce que les folkloristes appellent un écotype. Donc plus l'histoire est racontée longtemps, plus elle se diffuse, plus elle est racontée loin de son foyer d'origine, peu à peu, plus les écotypes se multiplient. Et si je regarde maintenant quels sont les écotypes que j'ai pu identifier, à part celui du 3 et 4 que j'ai pas mis sur cette carte, du mythe de l'émergence, les voici. Où se trouvent-ils? Partout en Amérique, quelques-uns un petit peu ailleurs, aucun en Afrique. Ce qui pour moi confirme l'hypothèse que l'Amérique, c'est l'endroit où ce mythe est arrivé en dernier. Et c'est là où il a été le plus modifié, parce qu'il a fallu qu'il s'adapte à des tas d'autres mythes qui sont déjà là en Amérique. Par exemple, le mythe de l'Ekpyrosis. L'Ekpyrosis, vous savez, c'est le mythe qui vous raconte que le monde a été détruit par le feu, à un moment donné. Il y a tout un tas de mythes qui vous racontent que le monde doit être détruit pour une raison ou pour une autre. Il n'y a pas 36 000 manières de détruire le monde dans la mythologie. C'est par l'eau, c'est un déluge, ou par le feu, ça s'appelle l'Ekpyrosis. L'Ekpyrosis, il n'y a pratiquement pas d'attestation en Afrique. Par contre, il y en a beaucoup en Amérique. Et donc, les gens ont branché le mythe de l'émergence sur l'Ekpyrosis en disant que l'émergence est arrivée après. Donc ça fait une histoire plus longue à raconter, plus intéressante, etc. Et puis ils ont rajouté des personnages. Notamment, ils ont rajouté un personnage très intéressant, puis je vais terminer là-dessus, qui est le personnage du maître des animaux. Puisqu'on parle d'animaux, les animaux sortent de terre. Ils sortent, ils se dispersent, voilà. Les humains sont sortis de terre aussi, et les humains chassent les animaux. Le problème, c'est que, à force de chasser les animaux, il risque de plus y en avoir. Surtout que les animaux, ils n'appartiennent pas aux humains. Ils n'appartiennent pas à l'humanité, les animaux. Ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Ils appartiennent à un maître, à une maîtresse, selon les lieux, les époques, des animaux. Et si on les chasse trop, eh bien, la maîtresse des animaux, ou le maître des animaux, qu'est-ce qu'il fait? Il les retire. Comment ça, il les retire? Eh bien, il les remet sous terre. Si les animaux sont sortis par une grotte, eh bien, il les prend, il les remet dans la grotte. Plus d'animaux. Donc plus de chasse, donc plus de subsistance, plus de rituels associés à la chasse, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller discuter avec le maître ou la maîtresse des animaux pour l'implorer de rendre les animaux, enfin pas les rendre, mais disons de les faire ressortir de la caverne ou de les faire ressortir du sol pour qu'à nouveau les humains puissent chasser. Et donc il y a un
chaman dans certains endroits, mais beaucoup d'autres termes peuvent être utilisés, un officiant disant qui est chargé de ça pour le groupe et qui va trouver le maître des animaux pour lui demander de redonner les animaux. Donc ça a été ajouté. Ça ne se trouve pas du tout en Afrique, ça, du tout. Par contre, c'est omniprésent en Amérique. Donc voilà, aucun écotype particulier en Afrique. Le maître des animaux, la maîtresse des animaux, extrêmement présent. C'est tous les espèces de losanges jaunes, il y en a partout en Amérique, particulièrement en Amérique centrale. Et du coup, et là je termine, parce que c'est quelque chose que je suis en train de regarder, que je n'ai pas encore bien vu, mais disons qui me laisse songeur. Je me suis dit, tiens, regardons ce qui se passe en Amérique centrale, du coup, puisque ça a l'air sympa, là, ils ont l'air vraiment bien branchés là, sur les histoires de mythes de l'émergence associés aux maîtres des animaux. Voyons voir ce qui se passe. Et je me suis aperçu que ce qui se passe là, entre autres, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un abyasil, c'est-à-dire, je traduis moi par officiant, parce que je ne veux pas dire chaman, qui danse l'origine du monde. Il y a une tradition de danse qui impose de régulièrement faire un certain type de danse pour rejouer, refaire, maintenir perpétuellement l'origine du monde. C'est une vision différente de la nôtre. Le monde n'a pas eu une seule fois une origine, puis c'est fini. Il y a toujours une origine du monde, voilà, et elle se refait tout le temps. Voilà. Et si on ne fait pas la danse, c'est la catastrophe complète, parce que le monde risque de retourner au néant primitif. Et donc cette danse, elle ne doit pas se faire n'importe où, normalement, elle doit se faire dans une grotte. Elle ne doit pas se faire dans n'importe quelle grotte, elle doit se faire dans une grotte qui se trouve dans une montagne, parce que dans cette région, les montagnes, en général, sont conçues comme le lieu de l'origine du monde. Et les grottes, on les appelle, si je traduis les termes vernaculaires, la bouche du monde. C'est de là que sont sortis les premiers hommes et les premiers humains. En voici une, par exemple. Et donc là, ces grottes sont très difficiles d'accès, c'est très haut. Là, c'est au-dessus, une qui se trouve au-dessus d'un village de Santiago Atitlan. Et là, c'est l'endroit de l'origine du monde. Et on vous explique qu'il y en a d'autres, hein, ce n'est pas le seul endroit. Mais on vous explique aussi que ce n'est pas grave qu'il y en ait plusieurs, parce qu'en fait, une fois qu'on est rentré, tout ça communique. On se trouve un peu, si vous voulez, dans un autre temps, et on rejoint l'origine qui est hors du temps et hors de l'espace. Il ne faut pas voir ça avec nos catégories. Et donc là, on peut rejouer l'origine. Et ce que disent les gens, notamment les vieux, et normalement des vieux qui disent y avoir été autrefois avec des vieux qui eux-mêmes avaient connu des vieux, etc., un peu comme un peu partout, eh bien, quand on va dans cette grotte, il faut faire très attention, parce que, en fait, donc il y a un vieux notamment qui a été enregistré, qui raconte que, pas lui, mais il a connu un vieux qui a été, quand il était petit, ce vieux lui a raconté que, en fait, il fallait faire très attention, parce que là-dedans, c'est plein d'animaux. C'est plein d'animaux, et il faut vraiment faire gaffe. Mais si on n'a pas peur, et si on est pur, on n'aura pas de problème. Voilà, si on n'a pas fait de bêtises particulières, il ne se passera rien de spécial. Mais c'est impressionnant, il y a des pumas, jaguars, tout ça. Des animaux dangereux, quoi. Hein. Et donc, ce vieux avait, tout petit, il racontait qu'il avait été dans la grotte. Et qu'en regardant bien, en fait, oui, il avait vu les animaux, effectivement, mais ces animaux, en fait, ils étaient dessinés sur les parois de la grotte. Et on raconte qu'en fait, à certains moments de l'année, les animaux dessinés sur la paroi de la grotte, en fait, ils s'animent, ils redeviennent vivants et ils parlent comme des humains. Et pour que tout ça tienne ensemble et que le monde continue d'être comme il est et d'être tenu ensemble, pour que le monde ne retourne pas au néant, il faut régulièrement faire des offrandes, des rituels, des danses, des fumigations dans ces grottes. Sauf que de moins en moins de gens le font. C'est haut, tout ça, il faut grimper. On ne sait plus trop où elles sont, les grottes d'ailleurs. C'est compliqué. Il y en a qui ont essayé de les retrouver, on peut retrouver, tout ça. Bon. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de fabriquer une petite grotte. Hein, donc là, vous avez un exemple. Donc, c'est simplement, vous faites un petit creux, comme ça, creusez un petit peu, voilà. Ça suffit, parce qu'en fait, tout ça communique de l'autre côté. Hein, que vous rentrez par l'entrée de la vraie grotte, d'où l'humanité primordiale est sortie, bon, c'est bien, évidemment. Hein, puis vous faites les danses là et tout, c'est bien, ça. Mais si vous faites un petit trou comme ça, c'est pareil, parce que vous allez aussi au même endroit. Et donc maintenant, les gens font ce que vous voyez ici.
Mais il y a encore mieux qui m'a beaucoup plu, et je vais arrêter là-dessus et vous laisser méditer ça. C'est que dans les villes, on a occupé, tout ça, c'est un peu, vous savez, les villes commençaient, vous connaissez des villes sans doute, c'est agité les villes, tout ça, on n'a pas de temps de s'occuper de tous ces trucs et tout. Bon, la vie quotidienne, tout ça, bon, voilà, et donc aller dans les montagnes, chercher des grottes, faire des rituels, tout ça, bon, pas le temps, quoi. Et donc c'est plus commode, en fait, de fabriquer une grotte dans la ville. Et les grottes qui sont fabriquées dans les villes, en fait, c'est les maisons des cofradías, c'est-à-dire les maisons des confréries. Tout ça a été christianisé abondamment. Vous avez ici une petite maison en parpaing. C'est une maison de confrérie qui est considérée comme une grotte. Elle a été construite, vous voyez, dans l'axe de la montagne qui est derrière. Ce n'est pas un toit que vous avez, la pointe comme ça que vous avez au-dessus, ce n'est pas du tout un toit. Hein. C'est la montagne qui est derrière qu'on voit. Et quand on rentre dans cet endroit, où les gens du quartier vont régulièrement pour faire des fêtes et pour rendre un rituel à quelqu'un qui s'appelle Martin. C'est pas très préhistorique, Martin, hein, mais tout ça a été christianisé. Martin, c'est le maître des animaux, quand même. Et donc là, on fait ce que vous avez vu plus haut, on fait la danse qui va recréer le monde, on fait des fumigations, etc. Et cet endroit, qui est donc une grotte artificielle, est décoré. Il est décoré, tout le plafond est recouvert de branchages et de fruits qu'on a été chercher dans la forêt, parce que ça représente la forêt, on est comme si on marchait dans la forêt, au-dessus on a des branches, des fruits, etc. Ça donne ça. Et au milieu, vous avez non pas des peintures d'animaux, mais des animaux empaillés. Plein d'animaux empaillés. Et mon sentiment, évidemment je ne peux pas le prouver, mais je pense que les gens qui dans ces endroits vont danser, dans ces endroits qui s'appellent la bouche du monde, ces gens qui pensent qu'un jour les animaux et les humains sont sortis d'une grotte dans la montagne, ces gens qui vont danser dans ces endroits-là, dans ces grottes artificielles décorées d'animaux dont on dit que régulièrement ils reviennent à la vie. Et je vous passe aussi, parce qu'encore actuellement, il y a aussi des gens qui s'inquiètent quand les animaux disparaissent et qui vont dans ces endroits pour faire des rituels pour que les animaux reviennent. Ben, je pense que ces gens-là, en fait, sont en train de pratiquer les derniers vestiges d'un rituel, d'un ensemble de rituels associés, donc manifestement, là, c'est pas moi qui l'invente, associés au mythe de l'émergence. Mais que l'association de ce type de rituel au mythe de l'émergence, pour moi, il y a toute chance qu'on l'ait eu déjà au moment des plus anciennes gravures et peintures dans les grottes franco-cantabriques, il y a 30 000 ans et quelques, ou un peu moins, un peu plus, un peu chipoté. Et voilà comment une longue histoire continue encore un petit peu, très loin de là où elle a commencé. Et je vous remercie.